vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis plutôt en forme. Il y a de très belles choses qui se passent pour moi, notamment des projets qui se mettent en place et je fais de très belles rencontres aussi. Et le compte Instagram et le podcast n'y sont pas pour rien. Voilà, donc je suis vraiment ravie de tout ce qui est en train de s'ouvrir pour moi et que je vous partagerai tout bientôt. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème. On m'a fait une demande et la personne qui m'a fait cette demande se reconnaîtra et je lui envoie beaucoup de douceur et d'encouragement pour poursuivre le chemin qu'elle est en train de faire. Et cette demande, c'était autour de la dépendance affective. Alors, c'est un thème qui est très important, qui est aussi assez en vogue et vous en avez certainement déjà entendu parler. Beaucoup de monde en parle. Et donc, je me suis demandé, moi, ce que j'avais à dire sur ce sujet-là pour pouvoir vous en parler avec ma touche à moi. Et en fait, j'ai envie de l'aborder sous un angle un peu différent, qui est celui de l'autonomie affective. Alors, comme vous le savez, et j'en parle dans l'introduction de ce podcast, j'ai très à cœur de vous accompagner à gagner en confiance, en autonomie et en liberté. Et plutôt que d'aborder les choses sous l'angle de la dépendance, je voulais l'aborder sous l'angle de l'autonomie. Alors, la première des choses à vous dire, c'est quelle est la différence entre la dépendance, l'indépendance et l'autonomie. J'explique souvent ça à mes patients. L'indépendance et la dépendance, c'est le revers d'une même pièce. En fait, dans la dépendance, je ne peux pas faire sans l'autre. Je suis coincée, je suis obligée de faire avec l'autre. Je ne peux pas me débrouiller seule. Dans l'indépendance, c'est l'inverse. Je ne peux pas faire avec l'autre. J'ai une injonction qui est de me débrouiller tout seul. Il faut que j'y arrive tout seul, par moi-même. Et au milieu de ça se situe l'autonomie. L'autonomie, c'est de pouvoir s'autoriser à avoir besoin de l'autre sans rentrer dans la dépendance. C'est-à-dire que je sais me débrouiller tout seul, je peux faire tout seul. Et en même temps, j'ai conscience que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus agréable de pouvoir faire avec l'autre. Donc quand j'ai besoin, je peux demander pour moi, je peux compter sur les autres. Et si jamais l'autre à qui je demande n'est pas disponible pour X ou Y raison, alors j'ai d'autres ressources qui me permettent de quand même avancer, que ce soit des ressources extérieures ou que ce soit des ressources intérieures. Il y a une diversité de ressources qui me permettent de ne pas être complètement désemparée si l'autre n'est pas disponible ou si l'autre n'a pas envie ou si l'autre me quitte ou voilà, peu importe ce qui se passe. Je peux continuer à fonctionner même si c'est difficile, douloureux, c'est frustrant, c'est tout ce que vous voulez. En attendant, je ne suis pas bloquée, je ne suis pas coincée. Et ça, c'est l'autonomie. Donc, c'est ni devoir toujours se débrouiller tout seul, ni ne pas pouvoir faire sans l'autre, c'est vraiment pouvoir composer avec l'autre. Nous sommes des êtres de contribution, des êtres relationnels. Nous avons un besoin fondamental des autres, que ce soit dans notre construction ou dans nos vies.
On n'est pas fait pour être tout seul. Ça me met presque en colère de lire des publications sur les réseaux sociaux qui disent qu'il ne faut pas avoir besoin des autres, qu'il ne faut pas attendre de l'autre. Je trouve pas ça juste du tout. Et c'est plutôt pouvoir être tranquille dans ce besoin, s'autoriser ce besoin. C'est beau d'avoir besoin de l'autre, de désirer l'autre, d'être ensemble. J'ai vraiment envie de vous partager ça, de pouvoir apprendre à être ensemble de manière sereine et plus tranquille. Donc oui, je suis d'accord, parfois ça passe par apprendre à être bien avec soi-même, à pouvoir être seul pour être bien avec l'autre. Mais l'optique, ce n'est pas de rester tout seul. Souvent, quand on veut vraiment ne dépendre de personne, c'est réactionnel. C'est parce qu'on a été trop déçu, trop blessé, donc on se construit une forteresse de solitude. Et pour moi, ce n'est pas la voie de l'épanouissement, ça. Donc, ça c'est la première chose, c'est d'un point de vue théorique, faire la différence entre l'indépendance et l'autonomie. Et puis, je crois que le premier pas vers l'autonomie, ça concerne la gestion émotionnelle. Parce que souvent, ce que j'observe dans la dépendance affective, c'est qu'il y a un besoin que l'autre vienne m'apporter une réponse, vienne s'occuper de mes émotions. Ou plutôt carrément que l'autre vienne faire disparaître mon émotion. Et tant qu'on est dans ces mécanismes, alors on va être dépendant de l'autre. Et il y a quelque chose de dramatique. C'est que je remets les clés de ma sécurité intérieure à l'extérieur de moi. Donc on ne peut jamais être tranquille si on fait ça. Alors on va pouvoir s'appuyer sur des ressources, que ce soit des outils ou que ce soit des personnes, mais il ne s'agit surtout pas de se faire dépendre de quelqu'un pour faire disparaître l'émotion désagréable, douloureuse, inconfortable qui s'est activée à l'intérieur de moi. Ça, c'est une fausse route, c'est une impasse. Alors, comment faire ? Je crois que pour gagner en autonomie, il est important de savoir qu'il y a des temps différents. Il y a un temps émotionnel, il y a un temps intellectuel d'analyse et de réflexion, et il y a un temps d'action, de mise en œuvre. Et très souvent, dans la dépendance affective, tous ces différents temps sont mélangés, c'est la confusion. On ne sait plus où on en est, ce qu'on doit faire et qui doit le faire. Donc, déjà, c'est important de pouvoir mettre de l'ordre dans ce processus. Le temps émotionnel, c'est pas le temps de la compréhension et de l'analyse, ni le temps de la recherche de solutions ou de la mise en application de solutions. De manière générale, l'émotion vous fait croire qu'il y a une urgence. Il y a un vent de panique qui va souffler, et l'illusion, c'est que vous devez répondre immédiatement à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. En fait, c'est légitime. C'est parce que comme parfois c'est très désagréable, on a envie que ça disparaisse. Et on croit que c'est en apportant une solution immédiate que ça va disparaître. Donc, on se sent en urgence émotionnelle, alors on va attendre que l'autre s'occupe de notre besoin, que l'autre vienne régler la situation. Et ça vous met en dépendance émotionnelle. Ça fonctionne à court terme, mais c'est très délétère pour vous à long terme. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous occuper de cette émotion en autonomie, et la première chose dont vous ayez besoin, c'est de temps. Je suis désolée de vous le dire comme ça, parce qu'on aimerait bien une méthode miracle, ou quelque chose qui puisse venir nous apaiser et faire disparaître l'inconfort. Mais il est urgent à ce moment-là de prendre du temps. Et on va bien sûr voir des outils qui vont vous permettre de vous apaiser ou en tout cas de faire en sorte que ce soit un tout petit peu plus facile. Alors, petite parenthèse, mais je parle là de situations où il y a un sentiment d'urgence, mais que l'urgence n'est pas effective. Évidemment, si mon intégrité physique ou psychique est menacée, ou si l'intégrité de quelqu'un d'autre est menacée, là il est urgent d'agir avant toute chose, de réfléchir très vite et d'agir. Donc je vais avoir tendance à me couper de mon émotion pour pouvoir agir efficacement.
Et une fois que la situation est réglée, je vais pouvoir intégrer émotionnellement ce qui s'est passé. Mais dans la dépendance affective, il s'agit de situations où l'urgence n'est pas réelle, même si je la ressens comme ça. Mon sentiment d'urgence, lui, est réel, mais ça ne reflète pas la réalité. Donc, la première des choses à faire, c'est d'accepter que ce soit pas agréable. De pouvoir peut-être prendre un temps de pause, de marquer une pause et de me retrouver avec moi, de peut-être aller chercher des ressources avec des gens qui sont pas concernés directement par la situation, d'avoir des outils à ma disposition, et ça je vais y revenir, et de souffler, de respirer. Et une fois que je suis sortie de l'émotion, alors je vais pouvoir discuter. Dans ces moments-là, il va être important de pouvoir extérioriser l'émotion pour ne pas se couper émotionnellement. Parce que rappelez-vous que quand on se coupe, et là je vous renvoie à l'épisode sur l'angoisse, quand on se coupe, on se dissocie et il va y avoir tout un tas de choses qui vont se mettre en œuvre, que ce soit donc l'angoisse qui apparaît, ça peut être un symptôme qui se manifeste, ça peut être une somatisation, une maladie, ça peut être un épuisement émotionnel, ça va forcément se compliquer et nous coûter cher si on se coupe de nos ressentis, de nos sensations en fait. La première des choses, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'identifier ce qui se passe, de simplement observer émotionnellement ce que ça me fait, accepter de sentir ce que ça me fait, et parfois c'est vraiment très désagréable, et de pouvoir extérioriser. Alors, pour vous donner un exemple concret, ce que je fais, moi, quand j'ai besoin d'extérioriser mon émotion, d'abord, pour moi, pleurer, c'est vraiment une soupape de sécurité. Quand je pleure, ça évacue les choses et après ça va mieux. Mais ça peut être d'autres outils. Ça peut être de crier dans ma voiture ou quand je suis seule chez moi, de parler à voix haute, de mettre de la musique très fort et de danser. Ça peut être de taper sur un oreiller ou un matelas, d'aller courir. Ça peut être d'écrire, d'aller marcher ou faire une balade en nature. Ça peut être d'appeler quelqu'un qui m'est cher et qui dans ces moments-là va m'écouter, même si je mets un petit bémol sur la dernière solution parce que, attention à ne pas retomber dans une dépendance, l'idée c'est vraiment d'avoir des outils qui ne dépendent de personne d'autre que vous. Voilà. Alors, quand je propose ça, généralement, à mes patients, au départ, ils trouvent ça ridicule et c'est aussi pour ça que je vous le partage, parce que mon point de vue, c'est qu'il n'y a rien de ridicule à faire ça. Au contraire, ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est très apaisant, et ça, c'est ce qui aide à faire passer l'émotion de manière saine et surtout en autonomie. Une fois que c'est passé, alors je retrouve ma capacité de discernement. Je retrouve ma possibilité d'analyse, de réflexion, et je vais pouvoir mettre en œuvre ce qu'il est possible. Et parfois, ça va passer par la personne qui est concernée. Et donc, je vais impliquer cette personne en demandant une conversation, en demandant des réponses. Mais c'est pas dans l'immédiat. Et en fait, ça c'est vraiment un outil précieux pour aller vers l'autonomie. C'est sortir de l'immédiateté des choses, en particulier de l'immédiateté émotionnelle. De pouvoir marquer un temps, de pouvoir respirer dans l'émotion, dans la crispation. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que vous soyez au travail, vous recevez un mail qui vous met en furie, qui vous met très en colère. Il y a quelque chose qui gratte très fort à l'intérieur de vous, vous avez envie de sauter sur votre ordinateur, d'écrire très vite, et puis en général les pensées fusent dans ces moments-là, et là vous écrivez très vite, vous êtes pris dans l'émotion, et vous envoyez votre mail qui manque profondément de distance et de discernement. Et puis après, une fois que l'émotion est passée, vous allez réfléchir et souvent regretter d'avoir écrit tout ça. Ça va sûrement rajouter des malentendus, peut-être envenimer la situation, ou rajouter du conflit alors qu'il aurait été bon de pouvoir tempérer les choses et que votre message passe mieux. Peut-être que ce qui peut vous aider, c'est d'avoir à l'esprit que l'objectif c'est de servir votre message. Et pour que votre message passe,
c'est pas dans l'émotion que ça se fait, c'est vraiment dans le calme et la tempérance, dans quelque chose de posé et de tranquille. En fait, quand vous attendez, vous ne dites ou vous ne faites pas les choses de la même manière. Donc c'est apprendre à sortir de l'urgence, et je vous invite dans ces moments-là à écrire un brouillon que vous n'envoyez surtout pas, ou que vous envoyez à quelqu'un d'autre qui n'est pas concerné directement. Et puis une fois que vous êtes redescendu, un petit conseil, c'est d'attendre encore un peu, parce que parfois on a l'illusion qu'on est sorti de l'émotion alors qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti. Et d'attendre au moins quelques heures si c'est possible. Parfois on est pris dans une temporalité, ça nécessite une réponse de notre part, mais attendez le plus possible. Vous allez être prêt à émettre une réponse beaucoup plus adaptée, beaucoup plus ajustée. En fait, l'idée c'est vraiment de regagner de la clarté, de regagner du discernement, de la clairvoyance. Et pour ça, mettez en œuvre des moyens qui vous parlent à vous, qui vous font du bien, qui vous permettent d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui peut être très utile également. Alors ça, c'est valable dans les relations de couple notamment, mais aussi dans la famille ou en amitié. Quand vous êtes en plein conflit et que vous sentez que vous êtes en train de perdre le contrôle de vous-même, parce que l'émotion vous déborde, alors c'est important d'apprendre à faire des pauses, à sortir de l'interaction, à changer de pièce, à partir faire un tour, si possible en prévenant la personne et en lui disant « là je peux plus, c'est trop pour moi, j'ai besoin de faire une pause », et de revenir à la suite de ça dans l'interaction quand vous êtes redescendu. C'est pas toujours possible, mais à chaque fois que c'est possible, vraiment apprenez à le faire, parce que ça, c'est prendre soin des relations. C'est prendre soin de soi et de l'autre dans l'interaction. Et quand c'est trop, rien de bon ne va en sortir. Il vaut mieux couper l'interaction pour mieux y revenir, et c'est aussi sortir de la dépendance et de l'urgence émotionnelle. Et encore une fois, c'est important de voir que c'est un apprentissage. C'est en vous entraînant que vous allez réussir de mieux en mieux à faire ça. Au début, ça gratte très très fort, on n'y arrive pas du tout, on est pris dans l'urgence, et puis petit à petit, on arrive à mettre un temps, et puis un temps encore plus long, et puis on arrive à sortir de cette urgence-là, et à regagner la maîtrise de soi. Apprendre à être seul avec ses émotions, c'est primordial pour aller vers l'autonomie émotionnelle, vers l'autonomie affective. Ne plus se faire dépendre de l'autre pour gérer ses émotions, c'est vraiment la clé et c'est de l'apprentissage. Et donc, de la répétition, voire de la discipline. Pour conclure, je voudrais vous donner une différence peut-être qui vous permettra de vraiment faire le point sur ce que je suis en train de vous raconter, tout ce que je vous ai dit là. C'est la différence entre l'émotion et le passage à l'acte. En fait, les outils d'extériorisation de l'émotion que je vous proposais à l'instant, la règle, c'est de ne pas se faire mal à soi, de ne pas faire mal à l'autre ou de ne pas casser d'objets. Et respecter cette règle-là, c'est servir nos valeurs, c'est servir le respect de soi, le respect de l'autre, servir notre amour de l'autre, de soi, de la relation. Quand on est dans le passage à l'acte, il y a quelque chose qu'on ne respecte plus dans cette règle-là, et on va blesser en dépassant parce que nos mots dépassent notre pensée, notre émotion dépasse notre pensée, ne respecte plus nos valeurs. On va devenir menaçant, insultant. On n'est plus dans de l'agressivité, on est dans de la violence verbale, dans de la violence physique. Et ça, c'est plus de l'émotion. Quand on a à cœur de prendre soin de nos relations, le passage à l'acte, c'est toujours l'ennemi de la relation affective. Et ça peut vraiment être un guide, un curseur important. Je voudrais vous quitter avec une citation de Marc Aurèle, qui est un philosophe stoïcien, et qui dit
Que la force me soit donnée d'avoir la sérénité, d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être, mais aussi la sagesse de connaître la différence entre les deux. Et je crois que aller vers l'autonomie affective, eh bien c'est d'apprendre à faire la différence entre ce que je peux changer à l'intérieur de moi ou pas, et de mettre en œuvre ce qui me permet de trouver un apaisement. Vos émotions, elles vous appartiennent, elles viennent de vous, et vous avez la possibilité pas de les faire disparaître, parce que c'est ce qui fait que vous êtes en vie, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant, donc il ne s'agit pas de les faire disparaître. En revanche, c'est ce qu'on va en faire qui va impulser toute la différence. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir expérimenter, de créer de nouvelles manières de répondre à vos émotions plutôt que de chercher à les faire disparaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de tout cœur de prendre bien soin de vous, de devenir des explorateurs et en chemin de faire de magnifiques découvertes. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. À très vite.